Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je me suis remis à Star Wars Unlimited, notamment avec la sortie du 7.4. Je m'y suis tellement remis que j'ai trouvé une communauté locale qui est la même que celle que j'avais trouvée lorsque j'avais notamment joué un petit peu avec le 7.1. Eux, ils ont continué à consommer le jeu, à y jouer pendant le 7.2 et le 7.3. Finalement, cette communauté s'est étendue et donc j'ai la chance à Toulon d'avoir une petite communauté pour jouer à Star Wars. J'ai pu aller faire mes premiers pas en boutique pour affronter d'autres decks compétitifs et me refaire un petit peu la main sur Star Wars Unlimited. Et j'ai pris le temps de partager ce moment, ce débrief en présentant mes decklists, mes ressentis, les cartes que j'ai aimées, la manière de jouer de tel ou tel deck. Globalement, tout un peu mes premières impressions de mon retour sur le compétitif de Star Wars Unlimited avec le 7.4 et j'ai partagé ça en live sur Twitch. Donc je vais isoler la petite séquence comme je l'ai fait pour certaines séquences récemment et vous la partager maintenant sur YouTube. J'en profite pour vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par la belle carte. Vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 €. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de partager dans l'espace commentaire, de laisser un pouce bleu et d'être abonné à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet labellecarte.fr avec le code VALEPL 2025. Eh bien, vous avez 5% de réduction sur votre première commande. Et surtout, on est en live 3 à 4 fois par semaine sur Voct à partir de 19 h. Avec le code parrainage labellecarte, vous avez 10 € offerts. On fait globalement de la carte à l'unité Magic, mais aussi du box break de produits scellés sur les différents TCG. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, c'est le meilleur moyen pour nous de continuer à avancer. Maintenant, je vous laisse avec la séquence. Il y a de la discussion avec le chat, de la présentation de decklist, du partage de ressentis. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, Star Wars, ça me plaît énormément. Maintenant, on s'intéresse à mon premier ressenti de Star Wars Unlimited en compétitif. En gros, vous l'avez compris, j'ai fait des vidéos pour en parler. Je me suis décidé à me remettre à Star Wars Unlimited. Donc j'ai fait le boulot, j'ai monté 2 decks. Globalement, j'ai monté les 2 decks qui sont vus pour l'instant comme étant les meilleurs decks du metagame. En tout cas, c'est des decks qui étaient hyper puissants au set numéro 3 et qui ont eu toujours l'air d'être puissants pour Han Solo et qui ont eu beaucoup de support pour Jango Fett. Globalement, il n'y a pas de méta défini pour l'instant parce que le premier, je crois que c'est un sector qualifier ou sector championship, je me trompe peut-être sur les noms, qui arrive et qui va probablement définir le metagame. C'est à Milan et c'est dans 10 jours environ. Donc là, pour l'instant, tout le monde est un peu dans le flou. Le seul metagame que l'on peut prendre en compte, c'est globalement celui du 7-3 ou alors celui qui est poussé par les différents créateurs de contenu qui présentent différentes listes sur les internets. Moi, j'ai repris Star Wars au set numéro 4 et il se trouve que eh bien, j'ai une communauté locale à Toulon qui joue. Big up notamment au shop Tactical Squad derrière Grand Var pour ceux qui connaissent à Toulon. Voilà, en plus hier soir il y avait des magiciens, des Lorcaniens, des Star Warsiens. Donc globalement en plus ça, voilà, il y avait pas mal de gens. Le jeudi soir ils ouvrent jusqu'à 1 h du mat, donc on peut vraiment taper le carton à la cool pendant pas mal de temps. Et donc j'ai retrouvé la communauté Star Wars toulonnaise que je connaissais pour certains d'entre eux parce que j'avais notamment participé à certains tournois lors du set numéro 1. Ils m'ont évidemment réaccueilli de manière extrêmement sympathique et bienveillante. Et ça m'a permis donc de monter ces 2 decks-là et de faire des games compétitives avec évidemment la volonté de comprendre le metagame, comprendre les séquences de cartes puissantes, comprendre ces decks Django et Han Solo qui ont globalement un petit peu roulé sur la méta du 7-3 et essayer de me remettre un petit peu dans le flow, dans le jus du compétitif. Avant de rentrer dans le vif, c'est-à-dire dans la présentation des decklists et dans mon ressenti sur telle ou telle carte, sur des patterns de play ou sur les match-ups que j'ai pu affronter. Hier soir, j'ai voulu me faire plaisir. J'ai voulu me faire plaisir et je me suis offert un petit booster Carbonite édition. Booster que j'ai pas pu vous présenter sur la chaîne parce qu'on n'en a pas reçu de la part de Asmodée. Je pense que les quantités sont quand même très limitées, donc ils n'en ont pas envoyé aux créateurs de contenu, ce que je trouve tout à fait entendable pour le coup. Mais j'avais envie, moi, quand même, à titre perso, de vivre l'expérience d'un petit booster Carbonite édition. Il est déjà ouvert. J'ai déjà ouvert ce booster parce que j'ai partagé l'ouverture, évidemment, avec les joueurs toulonnais hier soir. Mais je voulais garder pour pouvoir vous le montrer, voilà, pour que vous ayez, vous aussi, l'expérience sur la chaîne d'un petit booster Carbonite édition. Donc on le rappelle, ce sont des boosters version collector avec une carte prestige minimum. Elle n'est pas forcément foil, mais elle peut être foil. Vous pouvez avoir aussi des showcase leaders, mais surtout vous pouvez avoir des cartes numérotées. On est parti, je vous montre le contenu. Je sais pas, non, ouais, voilà, c'est ça.
Je vous montre toutes les cartes que j'ai eues. Donc, on a un Moff Gideon pour commencer. On a un Resupply Carrier en hyperfoil, très bonne carte pour Piet notamment, qui permet de ramper. Ici on a une Rafa Martez en hyperspace, donc beaucoup de cartes foil, beaucoup de cartes hyperspace, beaucoup de cartes avec des skins alternatifs. Hein. Toutes les cartes sont en anglais par contre, c'est obligatoire, ça n'existe pas en français. On a le U-Wing Lander ici, le Dilapidated Sky Speeder, je ne sais pas pourquoi je prononce les noms en anglais, c'est une catastrophe. Le Droid Missile Platform. Ici, on a le Dagger Squadron Pilote. Ma carte prestige en non-foil, le Phantom 2. Voilà, c'est pas une super carte. Hein. En tout cas, elle est pas en foil en plus. C'est pas une légendaire. Donc, on n'a pas hyper bien mangé ici. On a le Trench Run, très très fort dans Kazuda, qui est un leader d'ailleurs qui a l'air très sympathique. Le Sabine Masterpiece, Général Hux, dans la nouvelle trilogie. Hera Syndulla ici. En Unco, Foil, le petit Bosque, le petit Contracted Jumpmaster et le Indoctrinated Conscrit pour finir avec forcément le petit leader qu'il y a dans chaque booster. Vous l'aurez compris, c'était un booster de merde. Voilà, c'est-à-dire que ma carte prestige n'est pas foil, je n'ai pas eu de showcase, je n'ai pas eu de numéroté et je n'ai même pas eu de légendaire. Donc on est vraiment sur, c'est simple, au moment où j'ai acheté ce booster, il restait 11 autres boosters dans la boîte, parce que du coup en achetant ce booster, j'ai décellé une boîte carbonite. Il est sûr et certain que les 11 boosters restants dans la boîte sont forcément meilleurs que celui-là. Je suis même tâté à en racheter un. Je ne l'ai pas fait, j'ai résisté à mes pulsions. Je voulais découvrir un booster carbonite. Il se trouve que la vie m'a vraiment fait comprendre, c'est pas pour toi. Mais c'est la vie. C'est un des pires boosters carbonites que j'ai vu. Ah bah, hier soir, Toulon, le monde entier était unanime sur le fait que c'est le pire booster que les gens peuvent avoir sur Carbonite Edition. Et pour l'anecdote, c'est hyper drôle. Hein. Donc ça, j'achète mon booster Carbonite 25 € pour avoir environ 1 € de plus-value. Mais c'est la vie, les gars. Faut pas acheter de booster si on prend pas ce risque-là. Derrière, un joueur de Star Wars va acheter, lui, un booster standard. Non pas carbonite, un booster standard. Juste après moi, hein. La minute d'après, il ouvre son booster. Showcase leader. Allez, ciao. Donc vraiment, la vie m'a dit hier soir, Val, le contenu, joue aux cartes et tout, mais les boosters, touche pas à ça, quoi. Touche plus à ça, Val, c'est pas pour toi. Mais je voulais vous partager cette expérience douloureuse finalement, mais qui peut servir de leçon à certains d'entre vous qui sont peut-être trop avides de boosters carbonite. Attention, certains boosters carbonite peuvent ressembler à celui-là. Et on est parti ici, donc hier soir, comme je vous le disais, après vous avoir présenté l'ouverture de ce booster carbonite, j'ai été joué en compétitif. Enfin en compétitif, c'était pas un tournoi, mais disons que c'était avec des decks compétitifs, des decks émergents du set numéro 4, dans l'idée justement de s'améliorer. Savoir que les joueurs toulonnais, eux, préparent le Sector Championship qui aura lieu à Lille fin mai, je crois. Donc voilà, ils ont tout intérêt à savoir rapidement quel deck ils vont jouer et à affronter des decks du metagame. Et Django en fera sans nul doute partie. C'était très sympa, d'ailleurs tout le monde a été hyper bienveillant et accueillant. Donc je vais vous présenter le deck que j'ai joué, la version de Django que j'ai joué. J'ai pas forcément pris une liste particulière sur internet. Ce que j'ai fait pour monter cette liste là, c'est que j'ai comparé 5-6 listes qui étaient proposées entre des créateurs de contenu ou entre des sites qui référençaient certains decks. Comme il n'y a pas de report de tournoi, forcément les premières listes on est un peu obligé de composer avec nos avis ou les avis des autres sans avoir de data pour appuyer le consensus sur une liste. Donc j'ai ouvert 5-6 listes, j'ai mis tout ce que les listes avaient en commun et après j'ai pioché avec ma propre lecture de cette carte a l'air bonne, cette carte a l'air moins bonne, ce qui m'a donné une liste qui était franchement convenable, mais vous verrez qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire. J'ai 2-3 cartes desquelles j'ai pas été hyper satisfait et d'autres qui me semblent être
Bon, des cartes obligatoires, quoi. Donc ici, premier deck que j'ai joué, c'est globalement le deck que j'ai le plus joué. Je vous expliquerai pourquoi, notamment quand on reviendra sur Han Solo. Ici, on a Jango Fett, qui a la capacité, quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, de pouvoir incliner ce leader. Et dans ce cas-là, je peux incliner l'unité ennemie qui est blessée. Ça vous paraît l'air de rien comme ça, c'est hyper fort, notamment quand vous avez l'initiative, ça va vous permettre de pouvoir pinguer un personnage adverse, de pouvoir l'engager et donc disrupter forcément la phase d'attaque du joueur ciblé. C'est un leader qui, en plus de ça, quand il est déployé, a exactement le même effet, mais qui vous permet non pas d'être limité à une fois par tour. C'est-à-dire que là, si vous pingez tout le board de votre adversaire, c'est tout le board de l'adversaire qui va s'incliner. Et ça, vous allez voir avec les nouvelles cartes du 7-4, ça a l'air complètement débile. Au niveau de la base, on va jouer Tarkington. Forcément, comme l'entièreté de notre deck veut pinguer, c'est-à-dire mettre des dégâts, et ben Tarkington permet de mettre 3 dégâts à une unité non leader qui est déjà endommagée, ce qui va nous permettre globalement de gérer toutes les 3-4 du jeu. Ça pousse même les gens à reconsidérer certaines cartes qui auraient comme statistique 3 et 4 en endurance à cause de Tarkington, et on va valoriser des cartes qui sont littéralement 3-5 même si elles n'ont pas de capacité. C'est-à-dire comme Tarkington n'est pas comme Tarkington est une carte hyper prépondérante du metagame, et il faut toujours prendre en compte cette carte-là quand vous jouez, quoi. C'est marrant parce que moi j'ai souvenir ça c'est une base du 7-1 et j'ai souvenir qu'au 7-1, comme quoi vraiment des fois quand les jeux sortent on les comprend pas, en tout cas pas à leur juste valeur, la base qui était la plus jouée, la plus craquée, c'était ECL, donc la base verte à 25 PV. Tout le monde d'ailleurs s'accordait à dire que la base était trop forte et qu'elle serait probablement bannie. Et ben 4-7 plus tard, ECL est quasiment plus jouée et c'est Tarkington qui était pas du tout joué au set numéro 1. Il y avait moins de cartes qui synergisaient avec elle, certes, mais du coup voilà, comme quoi parfois on misreading, on va dire, on lit mal le power level de certaines cartes dans les premiers sets et il est totalement mitigé quelques sets plus tard de par l'ajout de certaines cartes qui viennent faire briller telle ou telle carte. Donc effectivement, comme le dit Kawa, au set 1, il n'y avait pas de ping, ce qui légitimait le fait que Tarkington était moins fort. Mais quand on voit à quel point ECL maintenant est en recul et Tarkington est prépondérante, bah, c'est hyper marrant de revoir. Moi, j'ai ma lecture du set 1. Je me dis, ok, Star Wars, ça a changé. Et comme quoi, il y a des cartes qui ne nécessitent pas forcément un ban, juste d'implémenter de nouvelles cartes dans le jeu, ça permet, avec les engrenages de méta, de faire bouger les choses. Donc voilà, ça c'est le deck que j'ai joué. Donc globalement, vous l'avez compris, on va jouer plein d'unités qui ping. On va se concentrer sur la zone spatiale. C'était hyper fort en 7-3 parce que globalement, pendant les 3 premiers sets, les gens se concentraient plutôt sur les arènes terrestres, notamment pour pouvoir disrupter l'arrivée du leader qui arrivait toujours en terrestre. Maintenant, avec le 7-4, il y a beaucoup plus d'unités spatiales, notamment parce que les leaders peuvent se déployer en pilote, ce qui veut dire que la domination de Jango Fett du côté spatial est peut-être moins prépondérante qu'au set numéro 3. Cela dit, il a quand même des cartes qui ont un effet complètement buff, quoi. Au niveau des cartes que j'ai décidé de jouer, j'ai joué 3 Stormtroopers du premier ordre, donc ça c'est vraiment pour la curve, pour essayer d'avoir vraiment quand même une base agressive. On est sur un deck aggro tempo, on veut quand même rentrer des dégâts rapidement et donc on a besoin d'un certain nombre de tours 1. Le Stormtrooper du premier ordre est instantanément rentré dans la plupart des listes de par sa capacité à taper vite et fort. Voilà, tout simplement. On a Grido qui est un des meilleurs tours 1 du jeu. Il y a des listes qui le jouent plus, histoire de faire un peu plus de place pour des unités de mid-game. J'ai quand même décidé, moi, sur mes premiers tests, de conserver Grido. Et franchement, la carte m'a jamais déçu. Elle traite bien. Elle tape bien en early game. Je trouve que c'est un play vraiment acceptable. Agent BSI, c'est beaucoup trop puissant dans le deck parce que ça permet, une fois joué, de pinguer. Et donc, pinguer, ça va permettre d'incliner avec Jango. Mais ça va permettre aussi de finir une unité avec Tarkington. Donc agent du BSI, globalement, on n'a pas trop le choix, on a un peu tout le temps envie de le jouer. Ça peut même être une carte intéressante plus tard dans la partie, notamment quand on fait des courses avec les 2 leaders qui sont déployés. Si tu peux, avec l'initiative, taper le leader, donc engager le leader de l'adversaire. Moi, en tout cas, dans les faits, ça a été assez cool, quoi. Attention aux unités à 1 PV dans une méta avec des pings. Quinlan, Jango, Cad Bane, Empereur Palpatine Ruse. Ok. Autre unité terrestre
que j'ai joué, donc le contrebande ingénieux. Pareil, tout le monde n'a pas forcément d'unité terrestre à 2. Tout le monde joue pas ce contrebandier dans les listes que j'ai pu voir. Moi, c'est une carte qui m'avait déjà littéralement impressionné au 7-1. Visiblement, elle est toujours jouable au 7-4. Et dans un metagame où les gens ne cessent de se pinguer, bah forcément, une carte qui arrive et qui est protégée, donc avec un bouclier, ça a quand même de la valeur. C'est une carte qui étonnamment permet de finir des games aussi, parce que l'adversaire, il a dans sa tête le moyen de gérer votre board, et quand vous lui jouez une unité protégée, quand bien même elle n'a pas beaucoup de patates, toi derrière ça te permet peut-être de lui mettre une attaque surprise et d'aller finir les points de vie de l'adversaire, là où lui, si tu avais joué une unité peut-être même plus grosse mais qui n'était pas protégée, il aurait probablement eu de la gestion pour te disrupter. Et donc cette carte là, elle est évidemment hyper bien en early game, mais elle se révèle étonnamment puissante aussi en late game. C'est un peu... en tout cas, dans certains patterns de play, certaines textures de Yem, j'ai trouvé ce contrebandier vraiment obligatoire, quoi. J'ai vu que certains le jouaient plus. Je suis étonné de la chose. Dernière unité terrestre et pas des moindres, et là vous allez comprendre pourquoi le deck est totalement... Vous n'allez pas totalement comprendre pourquoi le deck est broken, mais je vous expliquerai plus tard quand on verra la partie événement du deck. Vous avez ici ce Juggernaut de guerre. Lui, il est 3-7 pour 6. C'est un véhicule, mais il se déploie côté terrestre. Cette unité a +1/+0 pour chaque unité endommagée. Et une fois qu'on le joue, tu peux infliger un dégât à n'importe quel nombre d'unités. Rien que ça. Alors, quand tu joues ça et que ton Django il est ici, bah, du coup tu vas pouvoir mettre 1 sur n'importe quel nombre d'unités de ton adversaire, utiliser la capacité de ton Django et en incliner une, qui du coup n'attaquera pas. Mais, si ton Django il est déployé, et que là ton effet il n'est pas limité à une fois par tour, et que tu joues un Juggernaut de guerre, il se passe quoi? Je vous laisse 1 milliseconde dans le chat. Et bien vous engagez l'entièreté du board de l'adversaire. Flat. C'est-à-dire que tu joues ça pour 6, et tu fais time walk à ton adversaire. Genre tout son board est incliné. Et ça c'est hyper prédateur, hyper puissant. En plus de ça, cette carte-là, elle a beaucoup d'endurance, et elle va voir sa puissance grossir en fonction du nombre d'unités endommagées. Vous n'êtes pas obligé d'endommager que les personnages adverses. Ça veut dire que parfois, ça m'est arrivé d'endommager aussi mes unités à moi pour pouvoir avoir une patate à 8 ou 9, quoi. Parce qu'en fait, on s'en fout d'engager de blesser nos propres unités. Tu vois, si tu as le board, si ton oppo en plus il a de la gestion qui passe pas forcément par du blast, bah, ça permet juste à ton Juggernaut de grossir. Et donc tu as des patterns de play, notamment quand on peut lui donner célérité, c'est-à-dire le faire arriver redressé, où tu vas avoir Juggernaut qui touche le board, qui engage tout le board de l'adversaire et qui peut taper à 9 dans la base de l'oppo. Tu vas lui mettre un dégât à lui-même, effectivement Kawa, histoire d'en faire une 4-6. J'ai trouvé cette carte, en synergie avec Django, d'une puissance aberrante. Donc voilà, il y a certaines listes qui n'en jouaient que 2 sur Internet. Ce sont des gens qui n'ont pas encore fait de game avec Django. Jouez-en 3. Fin du débat, vraiment. C'est aberrant comme carte. En synergie avec Django, encore une fois. Donc ça, c'est tout pour la base terrestre. Donc on a 15 unités terrestres, que relativement quand même pas mal, hein, c'est assez conséquent. Pour vous dire à quel point le méta a évolué, on joue même plus le Boba Fett du 7-1, hein, le 3-5. Hein. Lui, G2000, c'est très fort dans le deck. Ouais, totalement Kawa, je vais y venir. Pour le spatial, on va jouer les petits Kylo taille Silencer, qui sont assez coûteuses. Hein. J'étais déçu de devoir récupérer ça à 20 € pièce. Quand c'est sorti, ça valait rien du tout. C'est une 3-2 pour 2 globalement. Son application d'action est quasiment jamais... En tout cas, moi, dans les games que j'ai eu à faire, qui sont quand même très restreintes, peut-être que les gens qui ont 100, 200, 300 games avec Django Fett vont me dire que c'est pas si anecdotique que ça, que tu peux avoir des applications à trigger son effet. Moi, en tout cas, j'ai pas eu la situation, je sais pas comment trigger son effet. J'ai l'impression qu'on le joue surtout parce que c'est une 3-2 pour 2 côté spatial, et que ça permet de mettre de la pression en early game, ou alors prendre des bons trades. Voilà, je ne lui ai pas trouvé plus d'applications que ça, si ce n'est d'être une bonne carte de curve. Voilà. Une des meilleures cartes de Django, le chasseur d'élite P38. Lui, c'est un 3-2 pour 3. Quand tu le joues, ou quand il est éliminé. Ouais, c'est combo avec le leader Kylo. Ça, j'avais Sky Chapon, mais du coup, comme c'est présent dans tous les decks Django, je voulais voir si ça avait de manière accidentelle aussi des applications dans un deck Django. Je crois que juste c'est une carte de curve.
Donc ça, quand il arrive et quand il meurt, tu peux mettre un dégât à une unité. Donc forcément, quand tu mets un dégât à une unité, tu peux trigger l'effet de Django et engager cette unité. Ce qui te permettrait souvent, au tour 2, d'avoir l'initiative, et donc du coup de pouvoir faire, c'est vraiment ton meilleur play au tour 2, de pouvoir faire chasseur dans la zone spatiale, je ping ton unité, effet de Django, je tape ton unité n'attaquera pas ce tour-ci. Et ça c'est hyper fort quoi. Et ça, c'est hyper fort. C'est une carte qui a des très bonnes applications dès le tour 2, mais qui est hyper puissante aussi en late game. J'ai adoré jouer cette carte-là, globalement. Là, on arrive sur une carte que j'estime être mauvaise. Donc ça, encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai pris des listes et j'ai essayé d'établir un consensus sur les listes que j'ai vues pour monter mon deck Django. Il y avait quelques slots, du coup, forcément, qui n'étaient pas remplis. Et donc j'ai fait un petit peu à la lecture de ce que je pensais de telle ou telle carte. Et ça, c'est une carte qui m'a clairement déçu, que j'ai rarement eu envie de jouer, que j'ai trouvé assez peu puissante dans l'application. C'est une 4-2 pour 3. Et une fois qu'elle est éliminée, tu vas mettre 3 dégâts indirects à un joueur. Je fais partie des gars qui sont toujours pas convaincus par les dégâts indirects, quand bien même on a essayé de relativiser ça, que ça soit sous la vidéo que j'ai fait avec PL ou alors même hier soir. Il y a des gens qui m'ont dit que non, mais quand même, les dégâts indirects, c'est pas mal et tout. Peut-être, mais moi, pas hyper fan de la plateforme Missile Droid, en tout cas dans les faits, dans mon ressenti, qui n'a pas de valeur de vérité. Attention, je suis un enthousiaste pour l'instant. Je n'ai que quelques games de Star Wars Unlimited. J'ai trouvé cette carte-là pas assez performante. C'est probablement une carte que je changerais du deck. Et je vous dirai d'ailleurs à la place de quoi. C'est bof, ça, Sky Chapon, tu valides? Eh ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ici, 2 petits défendeurs de la 7ème flotte. Je vous montre la version Hyperspace parce que c'est quand même beaucoup plus joli. Ça, c'est un 3-2 pour 3 qui arrive protégé. Je vous l'ai dit, les boucliers, c'est fort. Dans les méta où tu te fais pinguer, celle-là, elle se fait pas engager parce qu'elle a un bouclier, elle peut pas se faire ping. Donc c'est une carte intéressante, une carte de liant. On n'en joue pas 3, on en joue 2, mais on est content de l'avoir. Enfin, on va dire que c'est ta plus mauvaise cible sur Triple Dark Raid, que je vous présenterai tout à l'heure, mais c'est à minima une cible correcte. Là, on arrive sur probablement une des cartes les plus pétées du deck. C'est IG2000. IG2000, pardon, c'est ton meilleur tour 3. C'est un 3-4 pour 4 débordement. Donc, c'est le piétinement à Magic. Tu peux infliger tes dégâts au-delà de la défense de l'unité attaquée. Tu peux mettre les dégâts dans la base. Et par contre, une fois que tu la joues, tu peux mettre un dégât sur maximum 3 unités. Donc au tour 3, ça va te permettre de mettre 3 dégâts sur des unités, probablement en tuer certaines qui auront une d'endurance et en engager une avec Django. Mais quand Django il est déployé, c'est pour 4, 3 unités sont tapées. Et ça, ce pattern de play IG2000 et Juggernaut, je ne sais pas à quoi ont pensé les développeurs du 7.4 par rapport à Django, mais ça me paraît d'un power level. Évidemment, je pense qu'il va falloir attendre Milan, je pense qu'il va falloir attendre Lille, je pense qu'il va falloir attendre d'avoir de la data compétitive pour pouvoir affirmer des choses de manière catégorique et absolue. Mais hier soir, sur un ressenti qui n'a du coup de valeur qu'à être un ressenti et non pas une vérité, j'ai trouvé que Django, en association avec ces 3 cartes-là et ces 3 cartes-là, faisait des choses d'un pouvoir beaucoup plus élevé que tout ce que j'ai vu dans les autres decks. Sans Triple Dark Raid, c'est faire. Avec, ça fait des trucs un peu sales. Voilà, j'ai trouvé que Django avait ce qu'on appelle donc des power plays, donc des patterns de play puissants et impactants dans la game, d'un level que j'avais moi jamais vu sur Star Wars et que j'ai pas vu de la part de mes adversaires quand on a fait les games. Est-ce que ça sera problématique ou est-ce que ça peut être tempéré par des réponses spécifiques du format? C'est probable que les gens trouvent des counters et des manières de tempérer ça. Moi, dans les faits, c'était hyper impressionnant. Ici, on a la classique, le Raider impitoyable. Donc lui, c'est un 4-6 pour 6. Quand il arrive en jeu ou quand il meurt, tu mets 2 dans une base et 2 sur une unité. Mettre 2 sur une unité, ça te permet de l'engager avec Django, encore une fois. Mais surtout, ça permet de mettre juste des dégâts à distance dans la base. Donc c'est hyper cool, en fait, de mettre des dégâts à distance sur la base. Parce que ça te permet d'avoir de la reach, tout simplement. Et comme Django, tu veux souvent établir une course avec l'adversaire, ce Raider impitoyable, il est vraiment, vraiment excellent. Et c'est une de tes meilleures cibles à Triple Dark Raid, dont on parlera tout à l'heure.
Le meilleur counter actuel, c'est de la défausse. Ou plein de boucliers. Ouais, ça en dit quand même long sur la puissance de Juggernaut et IG-2000. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ici, en autre unité spatiale, une carte bien connue du set 1, on a le Fire Spray de Fête, donc qui est 5-6 pour 6. Quand tu le joues, il arrive redressé, donc il peut taper directement la base. Lui, il aide beaucoup à gagner les courses. C'est un très bon trader aussi, si jamais on veut prendre un trade. Mais on en a plus 3 dans le deck, parce qu'en fait, le fait d'arriver redressé n'est plus tellement un avantage dès lors où le deck tourne autour d'une carte qui permet à tes autres véhicules d'arriver redressés. Et donc, ce qui fait de Fire Spray de Fête une très bonne carte à jouer à la main, mais une carte assez moyenne à trouver notamment sur ton triple Dark Red, qui permet, vous allez voir, de rendre toutes ces cartes-là assez broken. Donc, comme on a beaucoup d'unités à 6, notamment 3 Juggernaut et 3 Raider qui sont obligatoires dans le deck, bah, on se retrouve du coup à devoir jouer seulement 2 Fire Spray. Alors que pareil, hein, 7-1, quand les gens ne parlaient pas forcément du fait de ban Boba Fett, les gens parlaient du fait de ban Fire Spray de Fett. Et encore une fois, les raisons du 7-1 sont pas les mêmes que le 7-4, mais j'adore voir un jeu évoluer où on a le sentiment que certaines cartes sont problématiques et finalement, quelques sets plus tard, on se rend compte qu'elles sont totalement fair. Alors, à mitiger dans le contexte dans lequel elles s'inscrivent, mais j'aime bien de voir que finalement ce Fire Spray de Fête, il n'est pas trop broken pour le jeu, quoi. Meilleure carte du deck, peut-être une des meilleures cartes du 7-4, Devastator. Lui, je vous lis ce qu'il fait, vous allez... En fait, c'est un ressenti encore une fois, mais quand j'ai joué Django hier soir, j'avais vraiment l'impression de jouer un deck cassé, mais cassé en deux, quoi. Devastator, c'est un 9-6 pour 8. Tu assignes tous tes dégâts indirects à ton adversaire, c'est toi qui les choisis. Les dégâts indirects, normalement, c'est l'adversaire qui les répartit où il veut. Là, non. Les dégâts indirects, c'est toi qui les mets. Sur la base, sur les unités, tu fais ce que tu veux, quoi. Une fois joué, tu infliges 4 dégâts indirects à chaque adversaire. Après genre 200 games avec, un peu tous les decks pour test pour Milan, Django m'inquiète pas outre mesure. C'est vrai. Qu'est-ce que ça m'intéresse grave, Kawa. Qu'est-ce que tu as trouvé comme deck qui avait des counters naturels à Django? Je sais que moi j'ai beaucoup joué contre Quillan hier et qui avait quand même des patterns de play avec Plo Koon pour pouvoir notamment jouer une unité protégée que je ne pourrais pas tuer parce qu'elle a un bouclier, ce qui lui permet de Plo Koon à la sortie de mon Django. Et ça c'était assez satisfaisant avec en plus du end control pour justement enlever mes dévastators. Ça avait l'air de fonctionner, Quillan, honnêtement. Mais par contre, ça faisait pas des choses broken contre les autres decks comme moi, je suis capable de faire des choses broken. Piet Red, c'est un counter. Ok. Je l'ai affronté, mais je l'ai affronté avec Anne. Je ne l'ai pas affronté avec Django. Donc ça, je veux bien vous entendre. Je reviens sur Devastator. Du coup, vous l'avez compris. Pour 8, c'est une unité qui va taper à 9 et qui, en plus, quand elle arrive, met 4 réparties comme tu le souhaites. Donc ça peut être 4 réparties sur des unités pour les engager avec Django, mais ça peut être 4 dans la base pour gagner les courses. C'était hyper satisfaisant. Il y a probablement un monde où effectivement Django profite énormément du fait qu'on ait des batailles de board parce que tu veux engager les unités adverses et peut-être que des stratégies très contrôle contre lesquelles j'ai pas joué hier soir, que ce soit Piet ou alors peut-être des anciennes stratégies contrôle comme les Bossk ou ce genre de cartes-là, peut-être des Palpatines même qui vont pas forcément passer par le board mais vont jouer beaucoup d'événements. Peut-être que Django va avoir des faiblesses face à ça. Mais du coup, je vais un petit peu reformuler. Django m'a eu l'air de proposer des trucs hyper unfair dès lors que les gens voulaient jouer justement le board avec des unités spatiales et des unités terrestres. Dès lors que tu veux jouer le board, j'ai trouvé que Django avait des powerplay hyper vénères. Mais peut-être qu'en fait le deck il est fair dans le méta parce qu'il se fait facilement counter par les contrôles. Mais par contre il a un peu ce rôle de prédateur d'aggro au même titre qu'Umber Steel prédate un peu certains plans de jeu dans l'Orcana. Mais ça reste fair parce qu'il se fait détruire par bleu-rouge. J'ai un peu la sensation que Django Fett, c'est Umber Steel de l'Orcana. Voilà, pour vraiment comprendre mes propos, quoi. Je m'en sors bien avec Kazuda rouge et des buts contre Lich. Ok. Donc voilà, Devastator, c'est très bien, et vous allez voir pourquoi c'est encore mieux avec d'autres cartes. Il y a un peu de ça, me dit Kawa. Ouais, en fait, c'est ça. Le problème de Django, c'est peut-être pas d'être trop fort pour le metagame, c'est plutôt de prédater certains types de jeux qui ont moins le droit d'exister parce qu'il est là. En ressenti que j'ai eu. Donc là, on a fini pour les unités spatiales. Vous avez vu, on a quand même beaucoup d'unités spatiales. Hein. On contrôle bien on contrôle bien les airs, hein, tout simplement. D'ailleurs, Quillan a de très bonnes réponses contre nous
Et en même temps, le temps qu'ils mettent en place toutes ces réponses terrestres pour attaquer Django, ça m'est arrivé de réussir à prendre une game, notamment parce que du coup je m'étais bien développé en spatial, j'avais de l'avance sur la course des dégâts à la base, et donc j'ai pu juste continuer à taper, à développer le spatial, là où j'avais abandonné le terrestre. Et peut-être que c'est comme ça qu'il faut se battre contre ceux qui veulent vraiment attendre votre Django pour pouvoir l'emboucher et le tuer, quoi. Ici, dans les événements, 3 raids audacieux. C'est choc. Hein, pour 1, tu mets 2. Forcément, ça permet, notamment en combinaison avec Tarkington, de gérer des cartes à 5 d'endurance. Cartes à 5 d'endurance qui sont devenues un petit peu les cartes plébiscitées du format, de par le fait que Ping plus Tarkington, ça tue les 3-4. Maintenant, raid audacieux plus Tarkington, ça tue aussi les 3-5. Donc on a un peu envie de jouer la carte juste pour ça. Et parfois, elle a des applications pour aller finir à la fois une base, donc tuer un joueur, ou alors un personnage un peu intéressant. Ça fait partie des cartes que, d'après moi, j'aurais dû jouer en 3 exemplaires. Attaque furtive, c'est une carte qui permet de jouer une unité de ta main. Elle coûte 3 de moins, mais elle entre en jeu redressé. Par contre, tu l'élimines à la phase de regroupement. Mais par exemple, ça va te permettre, avec attaque furtive, pour 7 ressources, de faire attaque furtive, dévastator. Je vais mettre 4 dégâts dans ta base. Si jamais ton oppo il n'a pas une gestion à dévastateur, tu vas mettre 9 dégâts dans sa base. Ça gagne toutes les courses. Genre, tu peux pas perdre une course si ton oppo il n'a pas une réponse spécifique à dévastateur à ce moment-là. Et donc, j'ai l'impression que les power play de Django Fett liés autour de Triple Dark Red, Devastator et Juggernaut et IG sont tellement importants qu'il faut essayer de maxer toutes les opportunités de cheater ces cartes-là. Quand bien même ça va peut-être enlever de la consistance à ton deck et que tu vas avoir des cartes de late game en early game, tu les ressourceras. Et donc, mon avis, ce que j'ai envie de tester, qui sera peut-être pas, le build final, c'est vraiment finalement de passer à 3 Devastator, 3 attaques furtives, 3 triple Dark Red, pour pouvoir vraiment maxer tous tes éléments de puissance pure en 3 exemplaires et essayer d'associer ces cartes-là le plus souvent possible. Donc effectivement, attaque furtive, c'est aussi très bête sur le Raider impitoyable, parce que donc du coup, tu vas le jouer pour 5, il arrive redressé, il met 2 à une unité, tu l'engages avec Django, il met 2 sur une base, ensuite tu mets 4 dans une unité en attaquant ou sur la base, et ensuite de ça, il est éliminé, donc tu redéclenches son effet de mort, tu mets 2 sur une base, 2 sur une unité. Je n'ai joué que 2 attaques furtives, et je pense qu'il faut en jouer 3. En tout cas, du ressenti que j'ai eu. 3 attaques surprises, ça permet de trade un leader ou de plier une game. Ton oppo il a compté, vous faites la course, vous êtes tous les deux hauts en dégâts sur votre base. Il y a un des 2 joueurs qui se dit ok, si je prends l'initiative, je vais pouvoir taper 2 fois, mon oppo il aura le temps de taper qu'une fois, il me tue pas. Ce calcul là il est mort dès lors qu'il y a une attaque surprise, et c'est souvent comme ça d'ailleurs que les games se remportent dès lors que les 2 joueurs font la course. Si on a un des 2 qui a son attaque surprise, il gagne parce qu'il arrive à détruire la base de l'autre avant. Très bonne carte, donc ça me paraît difficile de ne pas les jouer, quoi. Ici, j'avais tenté un petit abattre qui, je pense, finira dans le side. C'est une carte qui détruit une unité spatiale et qui met des dégâts dans la base. C'est une bonne carte, hein, mais je pense qu'on fera de la place main deck pour d'autres choses, quoi. Et la carte clé du deck, probablement ce qui rend tout le deck hyper broken, c'est l'assaut triple ténèbres. Et assaut triple ténèbres, ça vous permet de chercher une unité véhicule parmi les 7 cartes du dessus de votre deck et de la jouer. Elle coûte 5 de moins, elle entre en jeu redressé, et vous renvoyez dans la main de son propriétaire cette carte à la fin de la phase. On ne la détruit pas, on la renvoie dans notre main, donc on pourra la rejouer plus tard. Donc ça vous permet, au tour 3, de faire triple Dark Red, c'est son nom en anglais, sur un Juggernaut, au tour 3. Parce qu'au tour 3, vous avez 4 ressources, donc vous payez assaut triple ténèbres, vous trouvez lui, il coûte 1 de moins, vous pouvez, il coûte 5 de moins, vous avez votre 4e ressource à payer, vous jouez votre Juggernaut. Ça vous permet, dès le tour 2, de trouver IG2000, si votre adversaire a des velléités trop agressives. Ça vous permet au tour 3 de trouver le Raider impitoyable. Pareil, il va arriver, pinguer une unité, l'engager avec Django, prendre un trade.
Mais ça vous permet aussi au tour 5, quand vous avez 6 ressources, de trouver un dévastateur. Tout simplement. Et donc c'est pour ça que le deck fait des choses tellement broken avec Assaut Triple Ténèbres que je me demande s'il ne faut pas maximiser les chances. En fait, il y a eu plein de games hier soir où je me disais, ok, sur mon Assaut Triple Ténèbres, si je trouve Dévastateur, j'ai gagné. Si je trouve pas Dévastateur, la game continue. Si je trouve Dévastateur, c'est plié. Et même si la carte coûte un peu cher et a pas l'air d'être dans le plan de jeu initial d'un Django qui se voit assez agressif, on est tellement capable de baisser son coût, de la cheater et de proposer le fait qu'elle arrive en jeu redressée, que je me demande s'il ne faut pas en jouer 3 exemplaires pour vraiment maximiser nos chances de la choper sur Triple Dark Red. Donc ça, c'est vraiment la carte qui rend le jeu broken parce que tu trouves tes unités spatiales, elles arrivent redressées, elles font leur effet d'arrivée en jeu et en plus ça te fait du CA parce que tu récupères la carte dans ta main plus tard. Broken. Vraiment, c'est hyper pressurisant, quoi. Et enfin dans le deck, le nouvel événement du set numéro 4, c'est réquisitionné. Ça, c'est une carte anti-Django, justement. Tous les gens qui vont vouloir prédater Django, je pense notamment au Han Solo, qui ont eu moins de support du 7-4 que Django. Et donc, le deck était un peu plus dominant que Django au 7-3. Mais il a eu tellement eu moins de support qu'on ne sait pas à quel point maintenant c'est Django qui est devenu, entre guillemets, le tier 1. Bon, on a quand même réquisitionné qui vient un petit peu contrebalancer, je trouve, le power level de Django, parce que cette carte-là, elle dit prenez le contrôle d'une unité véhicule non leader qui coûte 6 ou moins, sans pilote dessus, et dans ce cas-là, redressez-la. Au début de la prochaine phase de regroupement, renvoyez une unité dans la main de son propriétaire. Ça veut dire que ton adversaire, quand il joue un Juggernaut, tu peux faire réquisitionner dessus, c'est toi qui prends le Juggernaut, c'est toi qui peux taper avec, et ensuite tu le lui renvoies dans la main. Donc ça permet d'invalider tous les plays triple Dark Red, parce que quand ton oppo il fait triple Dark Red, bah, par exemple il trouve ça qui arrive dégagé, tu peux faire OK réquisitionner avant qu'il tape, et donc profiter du triple Dark Red de l'adversaire. Ça fonctionne avec toutes les unités assises, donc ça ne fonctionne juste pas sur le Devastator. Donc ça c'est quand même une carte, quand ton oppo il commence à t'en enchaîner 2-3 dans la game, ça fait hyper mal à Django. Voilà, c'est vraiment, tu vas essayer de cheater des unités hyper puissantes et ton oppo il te les vole, il te tape dessus avec. Ça peut être un petit peu chiant. Moi j'en ai mis qu'une main deck. Si Django devient vraiment le tier 1 du format et qu'il y en a plein partout, je serais pas choqué de passer à 2 main deck, même si par contre ça ne prend le contrôle que d'une unité véhicule non pilotée. C'est-à-dire qu'il y a plein de match-up dans laquelle la carte est nulle à chier. Hein. C'est vraiment une carte de side, mais qu'on pourrait vouloir inclure main deck pour s'attaquer à une méta Django. Voilà. Et enfin, dernière carte que j'ai jouée hier soir, Planetary Bombardment. Ça, c'est une carte pour 6, ça met 8 dégâts indirects à un joueur. Si tu as un vaisseau capital, t'en mets 12. Dévastateur, c'est un vaisseau capital, et en plus de ça, les dégâts indirects deviennent des dégâts directs. Donc, si tu synergises les deux ensemble, bah, ça permet littéralement de clore la game, mais ça n'arrive jamais. Par contre, tu as un autre vaisseau capital qui est hyper fort. C'est le Raider Impitoyable, où tu peux faire tour 5, Raider Impitoyable, vaisseau capital. Tour 6, Planetary Bombardment, mettre 12 dégâts indirects chez un joueur. Sur le papier, ça a l'air fort, mais je pense que c'est réservé à d'autres decks, notamment à Piet en rouge-vert, qui est capable beaucoup plus facilement d'assembler justement Devastator, des vaisseaux capital et Planetary Bombardment. J'ai voulu tester, ça m'a pas du tout convaincu. Ça, pareil, je pense que ça fait partie des cartes qui doivent pas rester dans le deck. Enfin, il y a plein de moments où j'avais la carte en main et je savais pas trop quoi en faire, j'avais pas de vaisseau capital. Mettre 8, c'était lui donner juste l'opportunité de dispatcher les 8 sur son board ou sur sa base en fonction de ses besoins. C'était pas hyper convaincant. Peut-être que ce sera bien contre les decks avec peu d'unités, comme le dit Kawa dans le chat, les decks très contrôle, et où du coup tu es à peu près sûr que ça sera 8 face en fait, pour 6, et que ça te permet du coup d'avoir la reach nécessaire pour aller finir les games où tu t'es fait contrôler. Peut-être que c'est le plan. Hier, j'ai pas vu assez de match-up pour avoir un avis. En fait, hier, je me suis vraiment fait un avis sur le power level de Django, mais j'ai pas eu l'occasion de me faire un avis sur les counters et les différents match-up que Django va rencontrer. J'y viendrai après sur les decks contre lesquels j'ai joué. Au niveau des cartes qui m'ont pas convaincu, je vous les sors toutes, hein, que je pense sortir du deck. En unité terrestre, tout m'a convaincu.
et en unité spatiale. Voilà. Ça, c'est les 5 cartes que je sortirai du deck. Le Planetary, Abattre et les 3 plateformes. Je ne sais pas exactement ce que je rentrerai. De sûr, je testerai une version à 3 dévastateurs et à 3 sneak attack. Donc déjà, on a 2 slots qui sont libérés, entre guillemets, pour de nouvelles cartes. J'ai qu'un seul commandeer, donc c'est réquisitionné, pardon. Je pense que je rentrerai un deuxième et je mettrai le troisième de side. Il me reste 2 slots à pourvoir. C'est normal que ta voix soit aiguë. Pourquoi elle est grave d'habitude? Tu peux mettre un troisième Seven Fleet à la place. Ouais, cette unité-là, on parle. Ouais, en fait, cette carte-là, elle est un peu bizarre. C'est une unité qui déçoit jamais, mais qui ne participe pas au plan de jeu et donc qui n'a pas l'air broken dans Django. C'est-à-dire qu'elle, on la joue juste parce que flat, elle est bonne, alors que toutes les autres unités que tu vois là, on les joue parce qu'elles sont bien avec Django. Donc c'est pour ça que je pense que les gens n'en jouaient pas une troisième et que ça me paraissait cohérent de ne pas jouer la troisième, quoi. Donc à voir. Je me demande si on pourrait pas jouer de la discard ou de la disruption sur ces slots-là. Faudra que je teste. Hein. De toute façon, je suis dans... Et vous l'avez compris, là, avec cette petite présentation de decklist. Vous avez vu, hier soir, j'ai quand même mangé assez de Star Wars pour avoir 2-3 retours plus ou moins significatifs. Bon, je suis dans Star Wars, je vais continuer à jouer, il n'y a pas de souci, quoi. Il faut passer sur labelcartepro@gmail.com, les teams, et on te fait une estimation le plus rapidement possible, évidemment, quoi. Donc voilà, c'est les seules cartes qui m'ont pas forcément parlé. J'avais constitué un side, mais on n'a pas joué avec un side hier soir. Je pense que c'était quand même plus sympa de d'abord vraiment tester les main decks. Mais voilà, moi j'avais mis ça en side. Je vous laisse regarder Classico. Mais c'était hyper satisfaisant à jouer. Je me suis beaucoup amusé. Le gameplay de Star Wars est hyper fun. C'est très fluide. Tu joues assez rapidement. Tes premiers tours sont pas autopilote, mais vraiment sympa, facile à jouer. Par contre, tu te casses vraiment la tête à la fin quand tu entames des courses. Et en mode, est-ce que je dois taper, est-ce que je dois prendre l'initiative et tout. Donc ouais, très stimulant, très amusant. Juste jeu banger, je me suis beaucoup amusé. Sur les match-ups, j'ai affronté Quillan Vos, j'ai affronté Han Solo jaune du set 1, j'ai affronté Piet vert rouge, j'ai affronté Amiral Throne en bleu-rouge. J'ai affronté Mirror de Django Fett. J'ai fait un peu le tour. Enfin, j'ai affronté quand même 2-3 match-up, quoi. L'unité pilote Boba n'est pas bien dans ce deck. Si, peut-être. Je ne l'ai pas testé. Elle arrive avec un shield quand tu la joues. Ou alors, elle permet de blaster une unité quand tu pilotes. Ça a l'air pas mal, quoi. Ce qui est trop cool, c'est le action chacun son tour. Ouais, ça permet de fluidifier la game, de pas attendre 1000 ans pour jouer. En fait, t'as toujours... La puissance de Star Wars Unlimited, c'est que t'as tout le temps la sensation de jouer. T'as jamais la sensation d'attendre ton adversaire. T'es tout le temps en train de jouer. Et moi qui suis quelqu'un qui a l'esprit dissipé, qui divague facilement, notamment sur des trucs comme l'Orcana où chacun joue son tour dépareillé, tu vois, et où je peux pas interagir pendant le tour de mon adversaire, en tout cas très peu, ça amène parfois le fait que mon esprit divague et j'ai du mal à rester tunnel dans une game. Dans les jeux, et je l'ai vu quand je joue à Altered ou à Star Wars Unlimited, ça me permet de rester bien plus concentré. D'avoir vraiment cet effet tunnel pendant toute la game où ok, c'est mon tour, c'est son tour, c'est mon tour, c'est son tour, c'est mon tour, c'est son tour. Ça amène des patterns de play qui valorisent beaucoup plus les visions macro que la vision micro. Donc la vision micro, c'est le skill, l'association entre les cartes, les petits effets de cartes, les effets de piles, notamment qui vont être très utiles dans des jeux comme Magic ou Yu-Gi-Oh! Là où les effets macro, c'est plutôt la vision des échecs, tu vois, comment tu vas constituer ton game plan sur plusieurs tours. Et sans dire que je suis meilleur dans l'un ou dans l'autre, c'est très difficile d'être objectif sur soi-même, mais en tout cas, je suis plus à l'aise. Je préfère largement, et je me sens plus à l'aise en macro qu'en micro. Donc ça, c'est vraiment... c'est un peu designé pour moi, si vous voulez, les gameplays d'Altered et de Star Wars comme ça, où on a un tour partagé. Ça marche assez bien, quoi. Ça fait vraiment de jeu d'échecs.
Ouais, complètement Orion, c'est cette sensation-là qui est cool. Le trône bleu-rouge a l'air cool, t'en as pensé quoi? Euh, Ça a des patterns de play, de récupération de points de vie qui sont assez gore. J'ai notamment mon oppo qui m'a repris 14 points de vie en un tour, je crois. Par contre, le problème, c'est que même si tu reprends 14 points de vie, si tu solutionnes pas le board de Django, qui peut vite devenir hyper problématique, quand bien même mon adversaire a regagné 14 points de vie en un tour, bah, il n'a pas solutionné le board, donc il en a repris 16 par exemple le tour d'après. Et donc, contre Django, j'ai pas trouvé ça hyper convaincant. Après, encore une fois, toutes les decklists sont pas figées. Euh, j'ai fait très peu de games finalement pour avoir un retour. Je te dis, mon niveau de jeu de Star Wars Unlimited, ma compréhension du méta et le nombre de games que j'ai fait me permettent à minima d'avoir un ressenti sur à quel point Django c'est cool, mais me permettent pas beaucoup d'avoir un vrai ressenti sur les textures de match-up, quoi. Comme ça, à chaud, à brûle pour point, j'ai envie de te dire que Throne, ça n'a pas la puissance pour se battre face à Django dans le metagame. Mais à voir, hein. Peut-être que je me trompe. Donc voilà, ça c'était pour Django Fett. C'était hyper amusant, hyper stimulant de jouer. Je me suis bien amusé. Et globalement, je pense que si Django ne pose pas de problème dans le format et n'appelle pas à des sanctions de la part de FFG, ce que je ne souhaite pas et ce qu'on ne saura pas de toute façon tant qu'on n'aura pas les datas des énormes sectors, je pense que c'est clairement le deck sur lequel je vais me diriger. Le gameplay est cool, ouais, c'est très mid-range mais en même temps très dynamique, c'est exactement ma cam. On joue des cartes fortes, des power play, c'est ce que j'aime dans les jeux. Moi j'aime bien les cartes impactantes plus que le boui-boui. Le boui-boui, c'est-à-dire assembler plein de cartes avec des petites synergies qui, mises bout à bout, bah, te permettent entre guillemets d'avoir la même plus-value qu'un gros power play. Moi je suis plutôt le genre de gars qui aime bien jouer des gros dévastateurs et mettre 4 dans la tête des gens, tu vois. J'aime bien quand les cartes sont puissantes, indépendantes. Et là, tu as vraiment une synergie qui est très simple avec ton Django Fett, mais toutes tes cartes sont assez impactantes. Donc c'est clairement ma cam et on va voir que j'ai joué Han Solo aussi et globalement je me suis senti beaucoup plus à l'aise sur Django Fett. On va passer ensuite, hop, ça c'est les petites deckbox Star Wars Unlimited Game Genic hein, qui nous soutiennent sur l'année 2025. Incroyable matos. Je me suis régalé à jouer avec ces petites deckbox là. Hop là. Très satisfaisant. Hein. Si vous connaissez pas les deckpods comme ça de Star Wars Unlimited, c'est hyper qualitatif. Et donc j'ai joué aussi Han Solo du 7-1, qui est un 4-6 pour 6. Et je vais vous présenter ses capacités, hop, notamment quand il n'est pas déployé avant. Ça sera quand même plus sympathique. Au niveau de la base, on joue une base sans effet, mais à 30 points de vie. Dans mon ressenti, des decks que j'ai affrontés, j'ai trouvé aussi Quillan Vos hyper cool à jouer. C'est un peu comme Django en fait. Tu essayes de pinguer, sauf qu'au lieu d'incliner les unités adverses, tu vas pouvoir pinguer en boucle. C'est un deck qui pingue beaucoup. Tu as des patterns de play en plus qui sont vraiment étudiés spécifiquement contre Django, notamment sur le déploiement du leader où tu vas pouvoir l'embouche pour venir le gérer au moment où il sort. Donc franchement, Quillan, je garde un œil dessus, ça a une très bonne gueule, quoi. Ça fait beaucoup de hand control, de gestion de main pour pouvoir aller chercher les power play de l'adversaire. Franchement, pas mal. Pas mal du tout. Alors, je sais pas pourquoi il fait pas le focus sur Han Solo. Voilà, mon pote. À l'exception des nouveaux compteurs de PV pour les bases, le reste du stuff Game Genic pour SWU et Pixel Perfect. Ouais, je peux vous montrer aussi. Attendez, regardez. Voilà. Chez Game Genic, ils font aussi des petites boîtes comme ça à tokens. Ah, je vous montre un peu, hein. C'est nos nouveaux sponsors, donc je suis hyper content de pouvoir tester et utiliser leurs produits. Et donc moi j'ai rangé mon petit stuff Star Wars à l'intérieur, qui est hyper beau, des petits jetons acryliques comme ça. Ça c'est le token initiative qui te permet de prendre l'initiative et compagnie. Et ça c'est voilà les dégâts que tu mets sur ta base et tout. C'est hyper esthétique, hyper sympa, et c'est brandé Star Wars Unlimited, donc produit officiel.
en collab avec Game Genic, donc très très cool. Voilà, j'ai joué avec ça hier soir, je me suis régalé. Donc ouais, Quillan Voss, j'ai bien aimé, c'était hyper cool. Han Solo, lui, il dit qu'en action, donc quand tu l'engages, tu prends une carte de ta main et tu la mets en ressources. C'est vous dire, oula, tu rampes, mais par contre, tu perds une carte de ta main. Oui, c'est littéralement ça. Par contre, quand il est déployé, eh bien dans ce cas-là, lorsque tu attaques, tu prends la carte du dessus de ton deck et tu la mets en ressources. Sauf que, et c'est là où vous allez vous dire, bah, c'est nul en fait, Han Solo. Et vous auriez raison de penser ça, parce qu'on l'a tous pensé, je pense. C'est que, au début de ta prochaine phase d'action, tu dois détruire la ressource avec laquelle tu as rampé. Donc ça veut dire qu'en fait, la ressource que tu prends de ta main pour la jouer ici en ressource, elle ne t'accélère pas pour le reste de la game, elle t'accélère que pendant le tour où tu l'as joué. Et c'est ça qui a rendu Han Solo un peu difficile à débusquer en tant que très très bon deck, parce que quand tu lis flat comme ça son effet, ça n'a pas l'air hyper puissant. En plus de ça, c'est pas un effet déclenché, c'est une action. Donc le fait de prendre ta ressource et la mettre dans tes énergies, ça passe la priorité à ton adversaire. Donc du coup, quand tu as l'initiative et tout, c'est difficile du coup de profiter de ta ressource instantanément, parce que tu vas d'abord devoir mettre ta ressource et ensuite passer la main à ton adversaire. Donc c'est hyper dur à jouer. Il faut toujours savoir si ça a de la valeur de troquer une carte de ta main contre une accélération sur ce tour-ci, ou s'il vaut mieux ne pas faire l'effet de ton leader. C'est un des rares leaders où du coup tu ne fais pas son effet tous les tours. Et en même temps, le fait de pouvoir prendre ta main et mettre des cartes en ressources, ça a de la valeur en synergie avec d'autres cartes du deck. Et globalement, si vous commencez Star Wars Unlimited, peut-être qu'Han Solo c'est le deck le plus fort de Star Wars, mais c'est clairement pas le plus simple à jouer. Et autant sur Django, je me suis nourri. À chaque game, je me sentais un peu plus fort, un peu plus dur à battre. Et je comprenais vraiment voilà, la lecture contre tel deck, il faut que je fasse attention à telle carte, il faut que je me développe comme ci, comme ça, je réponds à tel événement. Autant Han Solo, j'ai vraiment galéré à bien jouer, quoi. C'était vraiment pas évident. On joue une base à 30 qui n'a pas d'effet, mais ça, c'est pas très important. Je vous montre le reste du deck. J'aurais beaucoup moins d'expertise que contre Django. Déjà, contre Django, j'ai pas beaucoup d'expertise. Hein, c'est plutôt des ressentis, mais j'ai vraiment beaucoup moins joué Han. Au niveau de la liste, pareil, il y a quand même un consensus compétitif sur la liste parce que ça a dominé le 7-3. Il n'y a pas eu beaucoup d'ajouts sur le 7-4. Donc, bon, ça a été assez facile de trouver une liste de Han Solo. Hein. On joue 3 L37, qui est une unité qui a un bouclier. Je vous ai expliqué pourquoi les boucliers c'était bien, donc forcément pas de souci. On n'a aucun tour 1, enfin tour 1, aucun drop 1, parce que les tours 1 ce sont des drop 2, hein, évidemment, comme on commence avec deux ressources. Mais on n'a aussi aucun autre tour 1, donc de drop 2, des drop 2, parce qu'en fait, comme tu peux t'accélérer dès le premier tour pour mettre une troisième ressource, en fait, le pattern de play de Han pour dominer le terrain en early game et notamment tempérer l'aggro, c'est jouer un drop 3 au tour 1 et jouer un drop 3 au tour 2 sans utiliser son action. Ce qui fait qu'en fait, tu veux énormément de drop 3 dans ton deck. Et vous allez le voir, on en a plein. Ici, on a le Body Rook qui est 3-3 pour 3, une fois joué. Tu regardes la main d'un adversaire et tu défausses une carte non unité. Donc ça permet d'enlever des événements impactants, notamment contre Django, un triple Dark Red, c'est hyper cool. Par contre, ça a 3 d'endurance, c'est assez faible. C'est une carte qui nous demande de jouer une base jaune, donc monocolore, parce qu'elle a double affinité ruse. Et vous allez voir qu'il y a d'autres cartes hyper impactantes qui nous demandent d'être monocolore. Sinon, Han Solo, il serait ravi de profiter d'une base comme Tarkin Town ou peut-être comme ECL. D'ailleurs, il y a des listes de Han qui le font. Mais globalement, vous allez voir que les cartes double jaune, elles sont quand même hyper fortes, quoi. C'est un leader qui s'est pas du tout mis au goût du jour on joue plein d'unités spatiales, hein, vous allez voir, il n'y a que des unités terrestres quasiment. Mais c'est pas spécialement grave, parce qu'il a de très bonnes gestions au spatial. On joue juste les esclaves libérés, ouais, c'est une textless. Mais pourquoi c'est bien? Parce que c'est pas une 3-4, c'est une 3-5. Ça veut dire que ça se fait pas ping plus Tarkin Town par Django. Et donc quand tu fais tour 1 esclave libéré, avec ta 3-5, tu vas pouvoir globalement solutionner assez facilement le board des oppos. Donc oui, tu as perdu de la ressource, mais en fait, tu compenses par un gain de tempo qui est hyper puissant.
Mais c'est pas toujours facile à lire quand tu débutes. Encore en drop 3, on a Ezra Bridger. Ça, c'est une 3-4, malheureusement. On peut pas avoir que des qualités. Par contre, quand elle attaque, tu vas pouvoir faire du card advantage. Donc ça, c'est hyper bien. On a DJ qui ne fonctionne quasiment qu'en synergie avec Tech. Mais cela dit, DJ, ça reste un 3-5 pour 3. Donc je vous l'avais vu, les 3-5 pour 3, même s'ils n'ont pas de capacité, ils ont des valeurs à être jouées. De la valeur à être jouée, parce que c'est bien contre notamment les jeux Tarkington. Et en synergie avec Tech, eh ben, c'est une des combos les plus puissantes du jeu. Ça va permettre notamment de pouvoir piquer une ressource à l'adversaire. Et si vous n'êtes pas attendu à ce niveau-là, ça peut clore la game instantanément. En gros, Tech, il dit quoi? Tech, il dit que chaque unité que vous avez dans vos ressources a la capacité d'avoir contrebande si vous payez 2 de plus que son coût. La contrebande, c'est que quand une carte est dans vos ressources, tu peux la jouer pour son coût de contrebande et tu prends la carte du dessus de ton deck, tu la mets dans tes ressources. Donc globalement, tu perds pas de ressources. C'est juste que plus tard dans la partie, des unités que tu aurais jouées pour leur coût de base, tu peux les jouer pour leur coût de contrebande qui est souvent plus cher, mais qui amène un effet. DJ, tu peux le jouer pour 3 et c'est une 3-5, c'est ce que veut faire Han Solo, mais tu peux aussi le jouer pour 7. Et si tu le joues pour 7, en contrebande, tu vas piquer une ressource à ton adversaire. Rappelez-vous, avec Solo, on veut détruire une ressource au début de la phase de déploiement. Donc en fait, tu peux piquer la ressource de ton adversaire et la détruire avec Han Solo pour ne pas la lui rendre. Ce qui rend le jeu complètement débile. Sauf que, comme Tech il dit qu'on peut jouer nos contrebandes pour 2 de plus que le coup, bah au lieu que ça coûte 7, ça va coûter 5. Et comme Han Solo il permet de t'accélérer, bah tu peux faire tout simplement au tour 2 Tech. Au préalable, tu as mis ça dans tes ressources. Au tour 3, je joue en contrebande DJ, je me suis accéléré avec Solo, j'ai pris une de tes ressources, je vais conserver la ressource avec laquelle je me suis accéléré et je vais détruire ta ressource. Tu as fait un différentiel de 2 ressources en ayant un DJ sur le board au tour 4. Franchement, tu gagnes la partie quand ça se passe comme ça. C'est genre... c'est un play qui est d'ailleurs surveillé par FFG. J'ai vu l'article où ils en parlaient. Ils disaient qu'effectivement, Tech DJ... Il y a peut-être un truc, ils attendent de voir ce que le 7-4 propose pour peut-être mitiger la puissance de ça. Mais ces deux cartes-là en synergie, l'une après l'autre, en fonction du pouvoir du leader, et ben, ça rend le deck... ça lui donne entre guillemets un power play qui est hyper difficile à battre quand tu te le prends. Et c'est hyper malin, hyper bien pensé d'avoir vu la synergie entre Tech qui permet de jouer DJ des ressources et de profiter du fait de ne pas rendre la ressource parce que tu l'as détruit avec Anne. Tout ça, c'est un espèce de plan d'ensemble dans le deck que je trouve hyper cool, mais pas forcément hyper facile à piloter. On a Kira ensuite, Kira peut-être, je sais pas comment ça se prononce, qui permet de nommer une carte dans la main de l'adversaire et de la disrupter parce qu'elle va coûter 3 de plus. Donc ça vous permet de vous prémunir justement de certains patterns de play. Vous avez le videur de la cantina, donc beaucoup d'unités terrestres, hein, qui est un 3-5 pour 5, mais qui permet de renvoyer une unité dans la main. C'est vraiment un deck, vous allez repousser l'échéance à l'adversaire tout le temps, mais vous avez une prise de board qui va permettre de taper fort sur les bases de l'oppo. Zoribilis, c'est juste une carte qui, quand elle attaque, fait un peu de value, mais surtout c'est une carte contrebande. Et comme avec Han Solo, tu vas utiliser des ressources de ta main pour les mettre dans tes ressources pour pouvoir t'accélérer. Tu vas forcément perdre entre guillemets en carte advantage et avoir moins de cartes dans la main que ton adversaire. Mais du fait que tu aies beaucoup de cartes avec la contrebande, eh bien ces ressources-là sont pas vraiment perdues parce qu'en late game ou en mid game, tu vas pouvoir non plus jouer avec les cartes de ta main, mais jouer avec les cartes de tes ressources. Ce qui permet de contrebalancer le fait que oui, Han Solo peut ramper mais s'épuise. Mais en fait non, c'est ça la puissance d'Han Solo. C'est que Han Solo il rampe, ça lui profite en synergie avec des cartes puissantes, et en plus de ça il s'épuise pas parce qu'il a la contrebande. Et c'est cet ensemble-là qui fait d'Han Solo le meilleur deck du metagame 7-3. Et c'est ce qui fait aussi cet ensemble de mécaniques qui s'insèrent toutes les unes avec les autres, ce qui fait de Han Solo un deck hyper dur à jouer. Parce que au-delà de réfléchir à la carte que tu dois ressourcer au début de ton tour, tu as en plus de ça le pattern de play de réfléchir à quelle carte je dois ressourcer avec l'effet de Han Solo et est-ce que c'est intéressant de ressourcer et d'utiliser la capacité de Han Solo ce tour-ci. Et franchement, je vous dis, pour moi qui n'ai pas joué à Star Wars depuis le 7-1,
c'est dur à jouer, quoi. Et faire des tournois de 9 rondes avec Han Solo, je vous conseille d'avoir 100 games dans les pattes, quoi. Ici, ensuite, on a des cartes de late game, mais c'est pas tellement late game parce que tu peux t'accélérer avec Han Solo assez facilement. Euh, donc voilà, c'est un 6-6 pour 7 embuscade, donc qui va pouvoir aller trader pas mal de leaders. C'est une bonne carte de fin de game pour trade une unité. On a Enfys Nest qui est une 5-7 pour 7. Quand elle arrive en jeu, on peut bouncer une carte qui a moins d'attaque qu'elle. Donc ça permet pareil de faire un très bon tempo play. Et en plus, ça a l'effet saboteur, donc ça peut passer outre des sentinelles ou des cartes protégées par un bouclier. Donc voilà, pas mal de bonnes cartes de late game. Et ça s'arrête là pour toutes les unités terrestres. Mais il y en a beaucoup, hein, vous avez vu, par rapport à Django qui a beaucoup plus d'unités spatiales. Là, on a énormément d'unités terrestres. La seule unité spatiale que l'on a, c'est le Faucon Millennium. Donc avec le Faucon comme ça et le Faucon comme ça. Je commence d'abord par celui-là. C'est une carte que tu vas vouloir jouer dans tes ressources parce que tu peux la jouer en contrebande. Et c'est juste une 5-5 embuscade pour 6. Donc ça permet de venir de tes ressources pour pouvoir aller trade un personnage adverse. Et ce Faucon Millennium, c'est aussi une des meilleures raisons de jouer Han Solo. Parce que vous allez voir qu'il est en synergie avec son pilote, c'est Flavor, hein, c'est Han Solo qui pilote le Faucon Millennium. Donc forcément, ça fonctionne très bien. Cette carte-là, c'est une 3-4 pour 3. Déjà, stat correct. Sauf qu'elle arrive en jeu redressée. Donc elle va pouvoir taper au moment où elle arrive en jeu. Et ça, c'est hyper cool. D'habitude, les unités, elles arrivent engagées. Quand tu redresses les cartes de ta phase de regroupement, donc le moment où tu détapes tes ressources, toi, soit tu payes un mana, soit tu le renvoies dans ta main. Et c'est là où la carte, elle est broken. Parce que rappelez-vous, quand tu joues une ressource de ta main avec Han Solo en l'engageant, cette ressource-là, lors de ta phase de déploiement, tu vas devoir la détruire. Sauf que la ressource que tu vas devoir détruire, tu peux l'utiliser pour payer le Faucon Millennium, pour ne pas le renvoyer dans ta main. Et donc dans ce cas-là, cette ressource, elle ne t'a pas été utile que pendant ton tour. Elle t'a été utile sur 2 tours grâce à l'effet d'Han Solo. Et c'est toutes ces petites applications qui rendent le deck hyper broken. Et autre avantage, tu peux aussi décider de ne pas payer. Par exemple, si ton Faucon Millennium il est blessé, je pense par exemple quand il s'est fait piguer par Django, bah, du coup il est sujet potentiellement au Tarkinton à la base de ton oppo le tour d'après. Bah, tu dis bah non, je paye pas, je le reprends dans ma main. Je savais pas ça, c'est trop fort. Ah, c'est hyper broken. Hyper broken. Donc voilà, Faucon Millennium qui fonctionne particulièrement bien avec le petit pote Solo. Vous avez vu, j'ai bien travaillé quand même. Hein. Pour quelqu'un qui reprend Star Wars, j'ai les bases. J'ai les bases. 3 blasters, ça s'attache à une unité terrestre. On a plein d'unités terrestres, donc ça marche bien. Et c'est jouable en contrebande. Donc voilà, l'idée, c'est que ça, tu le ressources au début de la partie. Et fin de la partie, tu l'attaches à une unité et tu peux attaquer pour 2 de plus. Voilà, ça reste collé sur l'unité. Hyper fort. Attaque surprise, je vous en ai déjà parlé. Permet de gagner les courses ou de trade des leaders. Embrouille, honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de jouer la carte. Un petit effet un peu gratuit, parce que tu peux défausser une carte jaune au lieu de payer son coût. Ça te permet d'incliner une unité et de renvoyer les améliorations sur elle dans la main de son propriétaire. Assez intéressant, quoi. En même temps, si le Faucon Millennium n'allait pas de pair avec Anne, j'aurais cassé mon crâne. Ouais, mais là, il va tellement de pair avec lui, c'est incroyable, quoi. Ici, on a Guet-apens, qui permet de renvoyer un personnage dans la main de l'adversaire. Encore une fois, avec Anne, on n'a pas besoin de gérer les unités adverses, on a juste besoin de les temporiser. Donc, c'est-à-dire qu'on va les renvoyer dans la main, on va les incliner, mais nous, de notre côté, on va continuer à faire des choses broken avec notre board. Ça tue des leaders pilotes, et c'est un out à Sabine Darksaber. L'embrouille, ok, d'accord, intéressant. Merci Kawa pour les précisions. Et enfin, je pense la carte la plus puissante du deck, ce qui pousse les gens à jouer Han Solo en double jaune, c'est notamment Cunning, donc rusé, qui est probablement le meilleur événement du jeu, je pense, en tout cas de ce que je vois un peu passer sur Internet. Ça, tu vas choisir 2 effets parmi 4. Ça coûte 4, mais c'est jouable qu'en deck double jaune parce que ça a la double affinité. Ou tu renvoies une unité non leader qui coûte 4 ou moins dans la main de ton adversaire,
où tu engages 2 unités adverses, où tu défausses une carte aléatoire de la main de l'adversaire, ou alors tu donnes +4/+0 à une unité pendant ta phase. Et ça, globalement, ça a plein d'autres applications que je ne connais probablement pas encore et que de toute façon, je n'ai pas vocation à vous décrypter maintenant. Mais juste le fait de dire, lorsque les courses s'engagent, et vous allez voir que Star Wars, c'est quand même un jeu où il y a beaucoup de courses qui s'engagent, le fait de dire, tes 2 unités-là, elles vont pas attaquer ce tour-ci, et moi, mon unité, elle va rentrer 4 dégâts de plus sur ta base, c'est un turning point qui est hyper dur à vivre pour la plupart des decks adverses. C'est genre hyper fort. Très beau boulot, juste tu peux détruire n'importe quelle ressource, pas celle que tu as mis en ressource avec Anne. Oui, bien sûr, c'est les Nianes. Je rentre pas non plus dans les détails. Là, l'idée, c'est plutôt de faire découvrir ce qu'est le Star Wars compétitif à des gens qui y jouent pas. Tous les gens qui sont des joueurs de Star Wars pointus et qui jouent régulièrement, vous avez du contenu beaucoup plus pointu sur Internet. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire comprendre le mood, la tempo, l'ambiance du jeu, la puissance des decks à des gens qui sont juste enthousiastes de multi-TCG. Effectivement, il y a des petits détails où quand tu piques les ressources de ton adversaire ou quand tu dois les détruire avec Anne, tu as le choix de détruire celle que tu veux, tu détruis pas une de tes ressources qu'à la contrebande notamment. Donc ouais, Cunning, tes 2 cartes, elles attaquent pas, moi je tape à 4 de plus. Complètement fou quoi. Je t'ai vu hier à Tactical Squad, j'ai pas osé venir te dire bonjour. Bon, n'hésite pas à quelle nuit de toute façon, je risque d'être présent tous les jeudis soirs à Tactical Squad maintenant, donc on se croisera probablement. Et enfin, dernière carte du deck, je vous l'ai dit, Commandeer, donc réquisitionner, c'est la meilleure carte contre Django. Et je pense que Han Solo, il a quand même envie de se dépatouiller contre Django Fett. Et donc, 3 Commandeer main deck pour pouvoir lui piquer ses vaisseaux. Voilà, c'est un deck qui est, je le répète, mais important à comprendre, pas facile à jouer. Parce que toutes les petites applications dont je vous ai parlé, les synergies avec DJ, avec Tech, avec le Faucon Millennium, avec le fait de choisir tes ressources, d'utiliser ton leader ou non, ça apporte un arbre de décision dans la game, un arbre décisionnel qui est hyper large, là où Django a parfois des powerplays un peu bébêtes. Ah bon, là c'est le tour de IG2000, là c'est le tour de triple Dark Raid, je vais engager tout ton board. Play puissant, impactant, prise de décision assez simple pour Django. C'est pas tout le temps le cas. Attention, quand les courses s'engagent, est-ce que je dois prendre l'initiative? Est-ce que si, est-ce que ça? On a de la complexité qui arrive dans les games de Django. Han Solo, dès tes premiers tours, on a de la complexité. Dois-je ressourcer? Ne dois-je pas ressourcer? C'est dur, quoi. J'ai trouvé ce deck-là vraiment très dur à jouer. Je sais pas si les Star Wars Oriented sur le chat compléteront ce que je dis, mais à quel point Han Solo, ça fait partie des leaders les plus durs à jouer ou pas. Peut-être qu'il y a des leaders contrôle qui doivent demander une connaissance très aiguë du metagame pour pouvoir répondre à des actions spécifiques qui vont être peut-être plus dures à jouer, mais de par la lecture du format et la connaissance que tu dois avoir, mais en termes juste de play pattern et de skill, franchement, il y a plus dur à jouer que Solo sur Star Wars Unlimited. Je pose vraiment la question sans avoir la réponse parce que, évidemment, je n'ai pas pu voir tous les jeux du méta à l'œuvre. Est-ce que c'est possible de créer un deck compétitif exotique comme à Magic? J'aime pas jouer les decks déjà inventés. C'est très difficile de gagner avec un deck qui n'a pas déjà été inventé, mais gagner avec des jeux exotiques, qui je pense quand même ont été inventés. En fait, Star Wars, c'est un jeu qui a quand même que 4 extensions, donc c'est pas assez deep et profond pour qu'un jeu apparaisse et que personne ne l'ait vu. Par contre, que des gens soient capables de piloter des decks peu attendus de manière peu conventionnelle, avec des techs qui permettent de répondre au metagame, j'espère que Star Wars laisse place à ça et à l'exotisme, et d'ailleurs le chat a l'air de le valider. Il y en a qui ont gagné des gros tournois en créant la surprise avec des leaders comme Gar Saxon qui font pas partie du tier 1 du méta. Par contre, vraiment voir un deck apparaître que les gens n'ont jamais vu, je pense que le jeu il est pas assez vieux pour que ça arrive, quoi. Si c'est bien build, justement, ça peut surprendre, car les mecs n'ont pas l'habitude de jouer contre. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, Bando à Catriche, il demandait plutôt genre, est-ce que c'est possible de créer un truc que personne connaît? Moi, je pense pas. Mais par contre, c'est possible de performer avec des choses qui sont pas attendues. Et entre pas attendu et pas connu, c'est pas la même chose.
Je trouve pas que le deck soit si complexe, c'est juste qu'il a une approche différente des autres. Ah ouais, bah, honnête, alors c'est un ressenti dans ce cas-là, et de toute façon cette vidéo est beaucoup plus un ressenti qu'un partage de vérité, hein. Je me suis senti pas mal plus perdu quand je jouais Han Solo que quand j'ai joué Boba, Sabine ou bon, la range de deck que j'ai joué Boba, Sabine, Han Solo, bleu-rouge en 7-2 et Django Fett. Donc sur les 4 autres decks que j'ai déjà joués, je trouve que Star Wars Unlimited n'est pas un jeu très difficile. J'ai l'impression de pouvoir me remettre très facilement au jeu parce qu'il est relativement très accessible. Han Solo, j'étais un peu du père, quoi. Je pense que j'ai vraiment joué comme un pied, quoi. Pour le coup, dans les 20-30 premières gammes avec un deck, c'est le plus dur. Ok, ouais, c'est plutôt ça. Alors c'est peut-être ça que je veux dire. C'est peut-être pas le deck le plus dur à jouer. Peut-être que là, quand on passe les 100 games et la maîtrise d'un deck, il y a des decks contrôle qui doivent être beaucoup plus durs à jouer. Des trucs comme Bossk et compagnie, peut-être. Mais sur je débute, je prends un deck en main, ouais. C'est son accessibilité qui est pas évidente. Au-delà, tu as des automatismes. Ouais, c'est probable. Ok, je vois très bien. Merci pour la précision. Déjà, faut comprendre que tu dois 3-5 T1 dans certains émus. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, après, c'est de la lecture de metagame. Tu sais contre quoi tu dois jouer telle carte à tel moment et tout. Mais, euh, mais ouais, les premières fois que tu le pilotes, en fait, c'est ça. Han Solo, il a ce truc de la première fois que tu le joues, si on te disait pas, hein, si on te dit pas que c'est le deck qui a terrorisé le 7-3, qui a gagné tous les PQ et tout, si on te disait pas que c'était un tiers 1 du format, t'as l'impression de jouer un mauvais deck. Et c'est là où il est impressionnant, quoi. T'as l'impression de jouer à un truc nul. Et tu te retrouves aussi très souvent à ne plus avoir de cartes en main, au profit de ton accélération, et de devoir jouer avec tes contrebandes. Et c'est hyper déroutant pour un gars qui aime bien avoir des cartes en main et faire de la value, de te dire c'est pas grave en fait de plus avoir de cartes en main. Je vais quand même continuer à. Je vais quand même continuer à gagner et à tempo cette game parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir mes cartes en main, j'ai tout ce qu'il me faut dans mes ressources. Et c'est un peu déroutant aussi. C'est très vrai. Ouais, vraiment, Han Solo, si on te dit pas pourquoi c'est fort, t'as vraiment l'impression que c'est naze, quoi. Et dans les mains d'un débutant, Django dans les mains d'un. Ouais, c'est un truc que je disais hier soir à Tactical. Django dans les mains d'un débutant, ça peut battre un joueur expérimenté. Juste parce que parfois ta sortie fait que tes powerplay peuvent tout écraser. Un mirror de Han Solo, s'il y a un joueur qui joue depuis 6 mois et s'il y a un joueur qui prend le deck pour la première fois, vous pouvez faire 150 games, ça sera 150-0 pour le gars qui sait jouer. Vraiment. Bon, peut-être pas 150 parce qu'au bout de la 50e, le gars qui savait pas jouer, il va savoir jouer. Mais disons que s'il affronte 150 nouveaux joueurs, il va gagner les 150 tout le temps, quoi. Mais c'est peut-être un effet, effectivement, qui s'estompe rapidement, je suis d'accord. Est-ce que tu comptes faire du gameplay online de Star Wars Unlimited? Pas sur le soft non officiel Karabast, mais faire du remote duel, oui, c'est d'ailleurs prévu pour dimanche matin. Dimanche matin à 10h, je tape le carton en remote, en live. Je regarderai peut-être la nouvelle version de Karabast, mais j'avoue, c'est l'Ignanes que c'est pas... Je préfère montrer du carton que jouer sur soft numérique non offi, mais bon, je jetterai un œil, quoi. En tout cas, si vous voulez voir du gameplay, je joue dimanche matin à partir de 10h. Je vous dis pas encore qui sera mon invité, histoire d'être sûr que c'est bien confirmé, mais c'est forcément des personnes liées à la création de contenu de Star Wars en France, donc vous les connaîtrez probablement. Bon, ça conclut un peu tous ces premiers ressentis. Franchement, j'ai appris plein de choses, hein. Comme vous pouvez le voir, vraiment, je vous ai transmis tout ce que j'ai appris j'ai dû faire 1 semaine et demie, 2 semaines de veille pour me remettre à Star Wars, regarder un petit peu des tier lists, des méta, des discussions de metagame, reprendre un petit peu ce que j'avais loupé sur les 2 derniers sets, me mettre un peu au jus de comment se jouent les meilleurs decks du format, à quoi ressemble le méta et qu'est-ce qui est attendu au set 4, plus la soirée d'hier soir. Je vous ai globalement transmis tout ce que j'ai... je suis un peu une éponge, hein. J'engrange. Et je vous ai retransmis un peu tout ce que j'ai appris. Donc si jamais vous ne connaissez pas Star Wars et que vous vouliez débuter, ou alors que vous connaissez seulement le gameplay et que ça vous tente de vous lancer dans le compétitif,
vous avez déjà pas mal de transmissions dans cette vidéo qui peuvent être intéressantes. Et si je devais conclure maintenant sur des ressentis assez, assez purs, quoi, finalement, j'ai trouvé ça fort et j'ai trouvé ça dur. Voilà.